Une dernière histoire de Symbiosis. Symbiosis se targue maintenant de vous annoncer la rupture entre l'été et l'automne, pour vous faire comprendre que la rupture du printemps symbiosien s'annonce douloureuse pour ses habitants. Ainsi, la pluie qui va s'abattre sur ce monde annonce les enjeux d'une réalité pas encore bien comprise par cette humanité-là, et ils sont nombreux, croyez-moi. Je vais donc vous lire un troisième et dernier extrait, plus court que les précédents certes, mais annonciateur de ce qui a fait et créé la panique de ce monde il y a bien longtemps. Bonne écoute à tous. Des reines et le commencement. Cette partie de mon récit, Eutis, va t'aider à comprendre une grande partie de l'histoire de la contrée et de la planète, et en même temps, le rôle et l'influence de Deren dans ce fonctionnement complexe. Pourquoi Symbiosis nécessite-t-elle un gardien des songes? Qu'y a-t-il de plus personnel qu'un songe, qu'un rêve, ou encore qu'un fantasme? A priori, personne ne pourrait nous priver de nos pensées, aussi illusoires soient-elles, voire de nous en imposer en les instillant insidieusement dans notre cerveau. Commençons par te présenter Deren, un homme solitaire, vivant seul dans une petite maison sur pilotis, au cœur des marais. Notre ami arpente sans arrêt la plateforme circulaire qui entoure sa demeure pour observer le ciel, l'eau trouble aux reflets métalliques, la ville au loin et la forêt mystérieuse. Il est à l'affût de la moindre perturbation lumineuse, des distorsions dans les champs magnétiques, et, la nuit venue, il écoute les bruits qui flottent dans les airs. La nuit est le moment propice à la rêverie. Les songes habitent nos esprits endormis, et c'est dans ces instants de calme et de repos que les influences les plus sombres et les plus malveillantes essaient de s'immiscer dans nos vies. Deren, dans l'obscurité et les ténèbres du marais, perçoit, observe et jauge les mouvements des esprits afin de déceler les plus malfaisants. Lorsqu'il arpente les planches de bois de son poste d'observation, il est toujours en possession de son sceptre en bois de sureau, surmonté d'une rose des vents incrustée de saphir. Ensemble, ces deux attributs mystiques symbolisent l'esprit, l'insaisissable, la force et la sérénité qui repoussent les influences haineuses de notre monde. Deren ne quitte jamais son sceptre des mains, s'aidant pour cela de sa maîtrise des illusions qui le rend invisible à nos yeux de néophytes. Ainsi, il est non seulement le gardien des songes, mais également le maître des illusions, appartenant au cercle très restreint des enchanteurs. Ces derniers se font de plus en plus rares, et ils sont peu enclins à faire perdurer les traditions ancestrales des premiers symbiosiens, préférant mettre leurs hypothétiques dons au profit des arts du spectacle, pour ne jamais embrasser leur destinée. Tu comprendras l'inquiétude du Conseil des gardiens, si un jour Deren venait à disparaître. Pour l'instant, personne ne s'est encore montré digne ou en capacité de lui succéder. Je vais te préciser quelle tradition ancestrale en particulier j'évoquais. Le Conseil des gardiens n'était pas toujours composé d'une majorité d'hommes. Dans un temps révolu, les gardiens représentaient chaque espèce peuplant les 4 terres. Le gardien des montagnes, par les hommes de pierre. Le gardien de la mémoire, par les hommes. Le gardien de la faune et de la forêt, par les elfes noirs. Le gardien des songes et maître de l'illusion, par un enchanteur. Le gardien du temps, par un lagomorphe. Le gardien des bas-fonds, par un durgar.
le gardien des voyageurs par un être céleste, le gardien des 4 mers par un dwark. Simiosi a toujours été le début de tout, mais pourrait aussi devenir la fin de tout. Le Conseil des gardiens est né pour protéger le centre névralgique de cette force de vie. Les 8 espèces représentées au Conseil laissaient leurs armes et leurs griefs dans le vestibule pour que l'harmonie puisse perdurer entre les 4 mers et les 4 terres. Ils savaient que leur conflit ne devait pas mettre en péril le fragile équilibre maintenu par Simiosi sur terre et Exotus sur la mer. Les 2 cités, dites jumelles, sont le fruit de 2 créatures célestes en besoin d'espace de liberté pour échapper à la solennité et à la complexité du monde des dieux. L'exacte origine des 2 êtres n'est pas vérifiée. Selon mes prédécesseurs, les gardiens de l'histoire, ils descendraient d'une lignée de divinités angéliques ou encore féeriques, en fonction des différentes cultures et sociétés peuplant notre planète. Leur généalogie, quoique incomplète, figure sur des manuscrits sacrés trouvés puis rapportés de Sphax, la grande cité elfique, pour être conservés dans la toujours aussi prestigieuse bibliothèque antique d'Albia. Ces êtres célestes voyageaient tous 2 d'un univers à l'autre, sans n'avoir jamais réussi à trouver celui qui leur correspondait le mieux. Les 2 créatures angéliques étaient prises d'une passion fusionnelle l'un envers l'autre, ne pouvant se résoudre à se séparer, ne serait-ce qu'un seul instant. Ils vivaient un amour si rare, voire inédit, au sein du grand panthéon divin. Ils ne purent trouver un monde déjà existant qui représenterait leur idéal. C'est ainsi qu'ils décidèrent de créer un univers où l'eau et la terre devenaient ensemble source de vie et le peuplèrent de créatures merveilleuses livrées à leur propre destinée. Le goût d'une vie remplie de passion amoureuse et de simplicité associée à la diversité des espèces devait régir la planète, suivant les principes de quiétude et d'altruisme des 2 êtres célestes, et pour respecter les concepts de leur philosophie basée sur la bienveillance, ils donneront, malgré tous les risques, leur libre arbitre aux habitants des 4 mers et des 4 terres. Au début de notre monde, tout se passait plutôt bien. Mais l'augmentation de la population et les années remisèrent aux oubliettes l'existence des êtres célestes, laissant la place aux va-t-en-guerre et apprentis monarques en tout genre. L'envie, la jalousie, la peur gagnèrent une partie des individus et une grande guerre éclata, opposant Dwark et Durgar. Les 2 peuplades rêvant de prendre le contrôle de la circulation des pierres précieuses au niveau planétaire, alors que jusqu'à présent, les uns géraient le commerce terrien et les autres le commerce maritime. Les cités opposées faisaient preuve d'une impressionnante ingéniosité et d'une grande maîtrise dans la construction d'engins de guerre de plus en plus destructeurs. Leurs interminables batailles sanglantes et dévastatrices engendraient des grondements incessants qui atteignirent la croûte terrestre et perturbèrent les courants marins, donnant naissance à un monstre. Un soir, pendant l'accalmie d'une trêve imposée par l'épuisement et le nombre de pertes durant les combats, l'impensable se produisit. Dans un grand fracas, un volcan transperça lentement la terre, avant de projeter furieusement de la lave en fusion. Non seulement il déversa sa colère, mais il donna également naissance à la maléfique harpie, Gulvée, la fille du sang de la terre et de l'amertume des courants marins. Elle apparut aux yeux des blessés, des fantassins
et des généraux présents, sous la forme d'un nuage rouge foncé. L'eau froide des profondeurs, ayant fusionné avec les éclats de lave volcanique pour se transformer en matière vaporeuse. Gulvé était née. Elle avait maintenant besoin de trouver une enveloppe charnelle pour survivre et user de son influence. Le premier hôte infesté par la harpie aurait été le roi des Durgars, présent à la bataille ce jour néfaste. Par la suite, il mena inexorablement son peuple vers la mort, engageant des affrontements de plus en plus sanglants. Cette guerre, dont plus personne ne connaissait l'élément déclencheur, devenait ingérable et s'étendait à travers la planète. Tous les individus, quelle que soit leur race, étaient touchés d'une manière ou d'une autre par les terribles combats. Les effets collatéraux détruisaient peu à peu les forêts et les différentes tribus d'elfes à travers les 4 terres. Les hommes de pierre voyaient leurs montagnes s'effriter à travers les chutes incessantes de rochers. Les lagomorphes périssaient dans leurs terriers engloutis sous les bombardements. Les hommes étaient réduits en esclavage par les Durgars, en creusant sans arrêt leurs mines si précieuses. Et les enchanteurs se réfugièrent dans leurs abris, dissimulés à la vue de tous. Les hommes de pierre et le très jeune roi des elfes noirs, Adri, acceptèrent de se rencontrer pour discuter ensemble de la situation. Ils se réunirent longuement devant le grand aulne sacré au sein de la forêt mystérieuse, imprenable, même pour Gulvé, à cet instant. Ils réfléchirent à différentes solutions pour mettre un terme aux terribles affrontements à cette guerre inepte. Au bout de 3 jours d'introspection et de considérations diverses, ils décidèrent de faire appel à leur créateur, les 2 êtres célestes, tout en doutant fortement d'une implication de leur part. Ainsi, Adri et un des hommes de pierre, le plus érudit de sa peuplade, prirent le temps de rédiger une invocation digne des créateurs. Adri coupa une branche abîmée de l'intouchable aulne sacré des elfes noirs, et le sage homme des pierres frotta dans un mouvement rapide 2 de ses propres paumes dures et acérées, jusqu'à l'apparition d'une étincelle. La branche sacrée prit feu, au contact des étincelles créées dans la douleur. L'homme de pierre, souffrant atrocement lorsque ses articulations sont soumises à des gestes trop rapides et répétés. Le peuple entier des elfes noirs ressentit la douleur de l'aulne sacré lorsque leur souverain en coupa un membre. Seul un événement de la plus haute importance pouvait autoriser Adri à ce genre de pratique. Et la situation entre les Dwarks et les Durgars en faisait partie. Le feu, ainsi créé, devenait sacré à son tour. Il brûlerait aussi longtemps que de nécessaire. Le temps d'invoquer les êtres célestes dans les règles de l'art, afin qu'ils daignent sortir de leur havre de paix. Un enchanteur, Mulène, rejoignit les 2 hommes autour du feu, ce soir-là. Il leur prêta main forte pour l'élaboration de l'incantation. Ses songes lui montraient sans cesse notre planète en train de pourrir de l'intérieur, et il se refusait à accepter cette fatalité. Alors voilà ce petit aperçu de ce dont recèle Simiosi. Un peu de fantaisie, un peu d'amour, et surtout une bonne dose de vérité à travailler pour ces personnages, qui reviendront la plupart pour défier ce monstre inhérent à leur propre vie, lorsque la peur et la mort refont peu à peu surface au quotidien.